Vous voyez cette image ? Bah, c'est pas du tout ce que vous croyez. En juillet 2015, une caméra de surveillance installée dans un immeuble russe capture des images saisissantes. Il est environ 3 h du matin quand une vieille dame en imperméable est filmée, alors qu'elle fait de multiples allers-retours pour sortir plusieurs sacs poubelles et même une marmite. Spoiler alerte, ce qu'il y a dedans n'a rien de comestible. En tout cas, pas pour une personne saine d'esprit. Une fois dans l'intimité de cette retraitée en apparence inoffensive, les enquêteurs ont découvert l'envers du décor. Et c'est peu de dire que rien n'aurait pu les y préparer. L'histoire que je vais vous raconter illustre parfaitement le proverbe « Ne jugez pas un livre à sa couverture », parce que parfois, les monstres ont le visage de nos grands-mères. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle, peu ragoûtante on va dire. Bon, juste avant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en vous abonnant et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Quand le soleil se lève sur le quartier de Kupchino, à Saint-Pétersbourg en Russie, aucun de ses habitants ne s'attend à ce qu'il devienne le théâtre d'une morbide découverte. Dans la matinée du 26 juillet 2015, une femme sort promener son chien près d'une rivière, rue Dimitrova, une zone supposément tranquille du district. Cependant, l'animal ne se comporte pas comme il le fait habituellement. Cette fois-là, il manifeste une curieuse agitation, avant de conduire sa maîtresse vers une sorte de terrain vague, où un grand sac plastique noir a été abandonné. Voyant qu'il intéresse particulièrement son chien, la promeneuse décide de l'ouvrir par curiosité, un choix qu'elle regrette peut-être encore aujourd'hui, parce que ce qu'elle y voit lui glace le sang. Je vous ai pas encore dit ce qu'il y a dans le sac, mais ce genre de scène, c'est presque un cliché des affaires criminelles. Après, ça m'arrange, comme je suis terrorisé des sacs poubelles maintenant, c'est plus à moi de les sortir. Le sac contient un torse humain de femme, enveloppé dans un rideau de douche ensanglanté. Choqué, le témoin contacte immédiatement les autorités, qui constatent que le démembrement est l'œuvre d'une personne qui n'a rien laissé au hasard. Le torse a été coupé au niveau de la taille, et les autres membres de la victime ont été dispersés dans des sacs séparés, retrouvés ça et là dans le quartier. Seules les parties du corps pouvant permettre une identification rapide, soit la tête et les mains, sont absentes. Une enquête est immédiatement ouverte. Encore heureux. Et dès le départ, les policiers pensent que l'individu qui a fait ça réside probablement dans les environs. Il semble même avoir prémédité son crime. Reste à découvrir de qui il s'agit, mais également qui est sa mystérieuse victime. C'est finalement grâce aux vêtements et aux bijoux retrouvés avec ses restes que cette dernière est identifiée. Il s'agit de Valentina Ulanova, une dame de 79 ans portée disparue 3 jours auparavant par l'une de ses amies. L'identification n'a pris que 24 heures et permet aux forces de l'ordre de remonter efficacement la piste jusqu'à l'adresse de la défunte. Les images de vidéosurveillance capturées dans son immeuble sont alors visionnées et elles montrent l'impensable. On peut voir qu'une femme assez âgée, vêtue d'un imperméable, s'est adonnée à un drôle de manège le 25 juillet. Entre 2h21 et 3h54 du matin. Sur la vidéo, elle traîne péniblement des sacs plastiques qui semblent beaucoup trop lourds pour elle. Et elle ne le fait pas qu'une fois. Elle fait 7 allers-retours en tout depuis l'immeuble vers l'extérieur. C'est franchement difficile de faire plus suspect que ça. Parce qu'à moins d'être particulièrement asocial, personne ne sort les poubelles aussi tard dans la nuit. La caméra de surveillance qui a filmé ces images a été réactivée très récemment. Il y a donc fort à parier que la vieille dame ne savait pas qu'elle était fonctionnelle à ce moment. Mais le pire reste à venir, parce qu'en y regardant de plus près, les enquêteurs remarquent que lors de son avant-dernier passage, elle transporte non pas un sac, mais une marmite. Une marmite qui a elle aussi l'air de peser son poids, étant donné qu'elle est contrainte de la poser au sol pour pouvoir ouvrir la porte de l'immeuble. Suite au visionnage de cette vidéo pour le moins troublante, la police frappe à la porte de l'appartement d'où la femme est sortie, le 27 juillet. Ce logement est celui de Valentina, et a priori, elle y vivait seule. Pourtant, il n'est pas vide, parce qu'une dénommée Tamara Samsonova ouvre la porte aux enquêteurs. D'une voix très calme, la retraitée de 68 ans leur explique qu'elle est juste venue prendre des nouvelles de sa voisine et qu'elle ne savait pas qu'elle avait disparu. Rien dans son attitude ne trahit la moindre nervosité. Ce qui est assez curieux, parce que, comme vous l'avez sûrement compris, il s'agit de la dame qui a été filmée pendant qu'elle se débarrassait de ce que les autorités
pense être le corps de la victime. Tamara a quelques explications à donner. Et ça n'a pas l'air de l'inquiéter le moins du monde. Son arrestation se déroule sans accroc. Elle n'oppose aucune résistance, presque comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Passé au peigne fin, l'appartement révèle rapidement des traces du crime commis. Parce que si un nettoyage méticuleux y a bien été effectué, il n'est pas parfait. Les enquêteurs découvrent des éclaboussures de sang microscopiques sous les plaintes de la cuisine, dans les joints des carrelages de la salle de bain, et même sur le plafond. Et quand ça gicle jusque-là, on sait que ça a été violent. Sans mauvais jeu de mots. De nombreuses preuves matérielles indiquent que Tamara est peut-être impliquée dans le meurtre qui a été commis. Le rideau de douche est manquant et ses attaches ont été déchirées. Mais il y a aussi une scie, ainsi que 2 couteaux sur place. Le tout a probablement été utilisé pour démembrer le corps de Valentina et en disposer. Sauf que ce n'est pas la découverte la plus stupéfiante qui est faite par les enquêteurs. Ils mettent également la main sur un journal intime rédigé en 3 langues, russe, anglais et allemand. Un cahier aux pages jaunies et non lignées, riche en révélations. Parce que s'il comporte des entrées classiques au sujet d'activités quotidiennes banales, il n'y a pas que ça. Tamara y a également consigné les détails de nombreux meurtres, prétendument commis sur une période de 15 ans. Le mode opératoire décrit dans le journal est similaire à celui qui a été utilisé pour tuer Valentina. Tamara y dit par exemple avoir tué un dénommé Volodia en fin d'année 2000, avant de se débarrasser de son corps. Vladimir, de son vrai prénom, serait l'un de ses anciens locataires. Tamara l'aurait découpé en morceaux avec un couteau dans la salle de bain de son appartement. Des morceaux qu'elle aurait ensuite placés dans des sacs plastiques, pour pouvoir les jeter plus facilement dans différentes parties du district de Frudzansky. Tamara formule ce genre de phrase avec la même neutralité que quand elle raconte qu'elle a mal dormi, ou qu'elle a bu du café. Mais ce n'est pas tout. L'endroit où se trouvait le cahier est lui aussi assez perturbant. Les policiers l'ont découvert posé sur une étagère, à côté de livres portant sur la magie noire. Une proximité qui n'est peut-être pas due au hasard, parce que Tamara a annoté ses ouvrages ésotériques de sa main. Plusieurs des pages de ces livres sont par ailleurs manquantes. Tamara utilisait-elle ces textes occultes comme des sortes de recettes pour ses rituels meurtriers? Et surtout, combien de crimes a-t-elle réellement commis? Quand la presse russe s'empare de l'affaire, ses connexions mystiques et son âge lui valent rapidement les surnoms de grand-mère éventreuse et de Baba Yaga. Le deuxième est une référence à cette figure sombre du folklore slave qui dévore les voyageurs égarés. Sauf que la réalité est clairement plus compliquée que ça. Parce qu'il s'avère qu'avant qu'elle ne commence à tuer, Tamara était une femme qu'on remarquait surtout pour son intelligence. On peut donc se demander comment cette retraitée cultivée a bien pu se transformer en tueuse en série au penchant quasi cultiste. Tamara Mitrofanovna naît le 25 avril 1947 à Uzur, une petite ville sibérienne du kraï de Krasnoïarsk. Son père est policier et sa mère travaille dans le commerce. C'est à peu près tout ce que l'on sait de son enfance, qui reste largement méconnu. Ce qu'on sait de sûr, c'est que pendant son adolescence, Tamara commence à souffrir de troubles anxieux. Elle devait sûrement être supportrice du PSG avant la victoire en Ligue des Champions. Ce sont là les premiers signes indiquant qu'elle est psychologiquement fragile. Tamara grandit dans la Russie soviétique d'après-guerre, en pleine période de reconstruction et d'espoir collectif. Un contexte qui contraste avec son instabilité personnelle croissante. Pour autant, ces difficultés n'éclipsent pas son intelligence, encore moins son audace. Après l'obtention de son baccalauréat à Uzur, elle quitte seule la Sibérie pour emménager à Moscou. Un exploit considérable pour une jeune femme de province dans les années 60. Certains articles rapportent qu'une fois arrivée dans l'actuelle capitale russe, Tamara a intégré la prestigieuse université linguistique d'État de Moscou. Cette information n'a pas pu être confirmée. Quoi qu'il en soit, elle est bel et bien parvenue à acquérir une maîtrise parfaite de l'anglais et de l'allemand. Malheureusement, il n'y a pas que du positif. Parce que c'est durant ces mêmes années que sa santé mentale se dégrade de manière significative. À la base, simplement atteinte de troubles anxieux, Tamara développe ses premiers épisodes schizophréniques paranoïdes, une pathologie qui se déclare généralement entre 18 et 30 ans. Tamara dit parfois qu'elle entend des voix, montre des signes de paranoïa naissante et développe des obsessions inquiétantes. En Russie, les personnes souffrant de troubles psychologiques sont loin d'avoir bonne presse.
surtout à cette époque. Alors au départ, Tamara fait tout ce qu'elle peut pour cacher les siens. En 1971, elle se marie avec un certain Alexei Samsonov et part s'installer avec lui à Saint-Pétersbourg. Samsonova est en fait le nom d'épouse de Tamara, parce qu'en Russie, comme dans d'autres pays slaves, les patronymes sont féminisés. Après leur union, le couple emménage dans un appartement flambant neuf situé rue Dimitrova, dans le quartier de Kupchino. La carrière professionnelle de Tamara débute au sein de l'agence Intourist, un organisme gouvernemental soviétique chargé du tourisme étranger. Plébiscitée pour ses aptitudes linguistiques, elle est affectée au prestigieux Hôtel Europe de Saint-Pétersbourg. Elle y est responsable d'étage et là-bas, tout se passe bien, que ce soit avec les clients ou avec ses collègues. Tamara est perçue comme une professionnelle compétente et chaleureuse. Sur ce lieu de travail, comme sur les 7 suivants, rien de son comportement ne laisse entrevoir qu'elle a des problèmes psychologiques. Pourtant, la schizophrénie paranoïde de Tamara progresse inexorablement. Et une fois rentrée chez elle, elle semble ne plus parvenir à se contrôler. Ses voisins rapportent qu'elle frappe sur les radiateurs, insulte les autres résidents, marche pieds nus dans les escaliers et sort parfois en bottes, été comme hiver. Au fil du temps, Tamara est hospitalisée 3 fois en psychiatrie. Sauf que ça ne change pas grand-chose, parce qu'après sa sortie, elle ne suit aucun traitement. Le premier événement réellement marquant de sa vie se produit en l'an 2000. Cette année-là, son mari se volatilise mystérieusement. Tamara signale la disparition d'Alexei aux autorités, et des recherches sont menées dans le but de découvrir ce qui lui est arrivé. Mais elle ne donne rien. À ce jour, on ignore encore ce qu'il est advenu de lui. Mais déjà à l'époque, le comportement de son épouse donne quelques indices à ce sujet. Pour commencer, quand elle aborde le sujet avec ses connaissances, Tamara est assez incohérente. À certains, elle raconte qu'Alexei l'a quitté pour une autre femme, et à d'autres, qu'il est mort d'une cirrhose du foie. Une seule chose reste constante. Quand elle en parle, elle le fait toujours avec un étrange sourire sur le visage. Il est clair qu'elle n'est pas malheureuse du tout. Le corps d'Alexei n'a jamais été retrouvé, mais les enquêteurs croient fermement qu'il a été la première victime de Tamara. Une fois son époux éjecté du tableau, elle devient veuve, et accessoirement, seul locataire responsable de l'appartement dans lequel elle réside. Les sources sont assez imprécises, et surtout elles sont toutes en russe. Mais de ce que j'ai compris, dans les années 70 en URSS, personne n'était propriétaire de son logement. Ça n'était simplement pas possible, parce que tout le monde était en quelque sorte locataire de l'État. Les logements étaient attribués aux gens, et plus précisément au chef de famille, à savoir l'homme du couple, qui pouvait par la suite y enregistrer ses proches. Suite à la disparition d'Alexei, Tamara peut donc faire ce qu'elle veut de l'appartement qui leur a été confié, chose qui lui était impossible auparavant. À présent retraitée, elle commence alors à sous-louer une chambre vide pour obtenir un complément de revenus. Un plan parfait pour attirer chez elle des hommes vulnérables, souvent âgés ou seuls, qui cherchent un logement abordable à Saint-Pétersbourg. On ignore toujours la majeure partie des choses qui se sont passées entre ces murs. Seul le journal de Tamara a permis d'apporter quelques éléments de réponse, mais elle s'est avérée assez avare en détail. Et surtout, étant donné qu'elle est schizophrène, on ne sait pas si ce qu'elle a écrit peut vraiment être considéré comme fiable. Pour ne vous citer qu'un exemple, le fameux Volodia que Tamara a supposément tué en novembre 2000 est peut-être vivant. Certaines sources affirment que c'est en réalité un homme avec qui elle est brièvement sortie quand il résidait chez elle, et que si elle a bien tenté de l'empoisonner, il s'en est tiré. Volodia semble faire partie des premiers locataires à être tombés dans le piège de Tamara, et il est loin d'être le seul. Durant de nombreuses années, les voisins de Tamara entendent régulièrement des disputes, des cris et des bruits étranges provenant de son appartement. Ils remarquent également que de nouveaux locataires débarquent fréquemment chez elle, sans qu'on sache vraiment pourquoi les précédents sont partis, ni même où ils sont allés. Dans ce laps de temps, Tamara a apparemment développé une véritable obsession pour Andrei Chikatilo, le tristement célèbre boucher de Rostov, condamné à mort en 1992 pour 52 meurtres. La retraitée étudie méticuleusement les méthodes du tueur en série, collectionne les articles qui en parlent et visionne tous les documentaires sur ses crimes. Elle passe des heures à analyser la manière dont Andrei Chikatilo s'y prenait pour attirer ses victimes, les tuer et mutiler leur corps. Cette fascination malsaine devient une étude de cas. Et Tamara se prend à espérer devenir aussi connue que sa nouvelle idole. Elle voit naître en elle un désir pathologique de notoriété, qu'elle ne peut et ne veut obtenir que d'une seule façon, en devenant à son tour une tueuse en série. Son comportement devient aussi de plus en plus erratique, pour ne pas dire inquiétant. Tamara n'a de cesse de s'isoler et paraît perdre totalement contact avec la réalité. On peut la voir se promener de nuit dans les rues de Kupchino en pyjama,
au motif qu'elle préfère faire ses courses à ces heures-là pour éviter à la fois la foule et le bruit. Elle se nourrit également exclusivement à la nuit tombée, juste parce que tout est calme, quand elle ne s'assoit pas torse nu à sa fenêtre durant les chaudes soirées d'été. Les gens du quartier ont sûrement apprécié cette initiative. Ou pas. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Tamara affirme qu'elle entend les voix de ses voisins du dessus, et qui lui ordonnent de tuer. Des hallucinations auditives qui la poussent à avoir une attitude toujours plus antisociale. En proie à des délires paranoïaques, Tamara prétend régulièrement que quelqu'un est entré chez elle par effraction pour fouiller ses affaires et découper ses vêtements. Mais après ces supposées intrusions, elle refuse systématiquement de contacter la police, en disant que les autorités ne pourraient pas résoudre le problème. Une méfiance envers les forces de l'ordre qui cache probablement sa peur d'être découverte. Parce que malgré sa maladie mentale, et le fait qu'elle puisse se montrer très incohérente, Tamara conserve sa conscience criminelle. Elle commence même à collectionner couteaux et autres outils de découpe, soi-disant pour des besoins culinaires, alors qu'elle ne cuisine quasiment plus. Avec le temps, les autres résidents de l'immeuble commencent à éviter Tamara. Et il faut admettre qu'entre ses propos qui n'ont souvent aucun sens, et le fait qu'elle ait une attitude vraiment bizarre, ça n'a rien de surprenant. Seulement, Tamara ne le voit pas de la même façon. Quand elle ne se sent pas persécutée par des gens qui n'existent pas, elle a l'impression d'être incomprise. Une mise à l'écart qui crée chez elle une rancune à l'égard de la société et accélère encore la détérioration de son état mental. C'est le 6 septembre 2003 que Tamara commet le premier meurtre qui a pu être confirmé grâce à des preuves matérielles. Ce jour-là, elle tue Sergueï Potiavin, un homme de 44 ans originaire de Norilsk, qui avait sous-loué une chambre chez elle. Les circonstances ayant mené à sa mort restent floues, mais les témoignages recueillis suggèrent qu'un conflit concernant le loyer ou les conditions de vie a éclaté entre Tamara et son locataire. Ce qui est sûr, c'est que cette altercation s'est soldée par le meurtre de Sergueï et le démembrement de son corps dans la salle de bain de l'appartement. La retraitée a ensuite dispersé ses restes près de la rivière située rue Dimitrova, dans son quartier, le même endroit où a été retrouvé le torse de Valentina 12 ans plus tard. Pour on ne sait quelle raison, Tamara a laissé quelques pages arrachées à ses livres ésotériques avec le corps de Sergueï. Un détail qui aura son importance plus tard. La dépouille de l'homme est retrouvée peu après, mais les autorités ne parviennent pas à l'identifier. À ce moment, Tamara n'est donc pas inquiétée, ce qui va lui permettre d'aller toujours plus loin dans l'horreur. Le doute demeure au sujet des meurtres que Tamara a supposément commis avant et après celui de Sergueï. Seul celui de Valentina Ulanova fait exception à cette règle. En mars 2015, une amie commune demande à cette dame âgée de 79 ans d'accueillir temporairement Tamara. Cette dernière affirme que des travaux de rénovation sont actuellement en cours dans son appartement, raison pour laquelle il est nécessaire qu'elle trouve un hébergement provisoire. Du moins, ça c'est la version officielle. Parce que rien de tout ça n'est vrai. En réalité, Tamara vient tout juste de sortir de l'hôpital psychiatrique. Pour la 3e fois, elle a été internée 2 mois plus tôt, en janvier 2015, sur demande de ses voisins et se retrouve à présent seule, tourmentée par des voix et des insomnies auxquelles elle cherche désespérément à échapper. Tamara ne semble pas aller bien du tout. Et au mois d'avril, elle fait d'ailleurs quelque chose qui révèle l'état de sa psyché à ce moment. Accompagnée d'une responsable de service social, elle déclare une nouvelle fois la disparition de son mari, survenu 15 ans plus tôt, aux autorités. Un acte auquel il est difficile de trouver le moindre sens, surtout si c'est elle qui l'a réellement tué. Mais bien sûr tout ça, Valentina l'ignore. Et il se trouve qu'elle connaît bien Tamara. Elle a été sa supérieure quand elles travaillaient toutes les deux à l'agence Intouriste, et se veut compatissante. C'est donc sans hésiter qu'elle accepte d'héberger son ex-collègue, qui est aussi l'une de ses voisines indirectes, vu qu'elles vivent toutes les deux rue Dimitrova. Au départ, la cohabitation se passe très bien. Tamara aide aux tâches ménagères, fait les courses et se montre aimable. Mais son comportement change progressivement. Elle commence à agir comme si l'appartement était le sien. Et quand Valentina lui demande de partir, elle refuse, développant au passage une obsession gratinée pour son hôtesse. Le journal de Tamara révèle l'évolution malsaine de ses sentiments. Elle écrit initialement qu'elle aime Valentina, qu'elle appelle même affectueusement Valia, mais se transforme en véritable nuisance pour elle. Tamara ne veut pas retourner chez elle, au motif que son appartement est moins confortable, mais aussi moins calme. Valentina a beau lui demander fermement de quitter son logement tout en s'efforçant de rester polie, elle ne veut rien savoir. Cette dame âgée, qui avait juste voulu faire une bonne action,
a donc maintenant sous son toit une squatteuse impossible à expulser. Résultat, les deux femmes se disputent de plus en plus souvent. Dans ce climat de tension constant, c'est finalement un détail des plus dérisoires qui met le feu aux poudres. Un énième conflit éclate à cause de tasses de thé qui n'ont pas été lavées. En vrai, si vous avez déjà vécu en coloc, c'est pas si dérisoire que ça. Mais bon, ce qui aurait pu être résolu par une simple discussion devient le catalyseur d'une rage meurtrière. Dans l'esprit dérangé de Tamara, cette contrariété domestique justifie l'irréparable. Cependant, l'idée n'a pas germé à ce moment-là, parce que ce que l'on peut lire dans son journal, elle avait déjà pensé à commettre ce meurtre plusieurs fois avant de passer à l'acte. Tamara dit qu'elle a méthodiquement planifié l'assassinat de celle qui lui a gentiment tendu la main. D'abord, elle se rend à Pouchkine, un village de banlieue situé au nord-ouest de Saint-Pétersbourg. Là-bas, elle parvient à convaincre un pharmacien de lui vendre du phénazépam, sans ordonnance. Ce médicament est une benzodiazépine puissante, développée en Union soviétique dans les années 70. À dose thérapeutique, il produit déjà des effets sédatifs très importants. Alors administré à forte dose, il peut entraîner une sévère dépression respiratoire, un coma profond et même un arrêt cardiaque. Un choix qui n'est peut-être pas anodin. Et il y a fort à parier que Tamara connaît les effets du phénazépam, pour l'avoir probablement utilisé auparavant sur quelqu'un d'autre. De retour en ville, elle achète une salade d'olivier pour Valentina, un plat traditionnel russe qu'elle apprécie particulièrement. C'est le soir du 24 juillet 2015 qu'elle met son plan à exécution. Gardez à l'esprit que cette version est celle de Tamara, et uniquement la sienne. Oui, parce que ces dires ont été contestés par les analyses médico-légales, qui n'ont révélé aucune trace de phénazépam dans le système de Valentina. Officiellement, la cause de la mort reste donc indéterminée. Tamara déclare cependant avoir soigneusement mélangé 50 comprimés de phénazépam broyés dans la salade, avant de la servir à son ami. En réponse à cette ingestion massive, elle serait rapidement tombée dans le coma. Tamara aurait trouvé Valentina inerte sur le sol de la cuisine vers 2h du matin. Et ce qui suit défie l'entendement humain. Bon alors on s'accroche parce que c'est l'instant boucherie-charcuterie. Si l'on en croit ses déclarations, elle a traîné sa victime dans la salle de bain et a commencé à la découper, en utilisant 2 couteaux et une scie. Elle a d'abord sectionné sa tête, puis coupé son corps en 2 au niveau de la taille, avant de découper chaque partie en morceaux plus petits. Les enquêteurs pensent que Tamara a fait bouillir la tête et les mains de Valentina dans une marmite, avant de s'en débarrasser. La fameuse marmite qu'elle transportait dans l'escalier. La meurtrière avait l'air de savoir qu'en l'absence de ces parties de corps, il était possible que l'identification de la victime soit considérablement retardée. D'ailleurs, malgré d'intenses recherches, la tête et les mains de Valentina n'ont jamais été retrouvées. Après ça, Tamara a soigneusement placé les autres morceaux dans le rideau de douche de l'appartement et plusieurs sacs plastiques, afin de pouvoir les transporter à l'extérieur. C'est donc bien pour disposer du corps de Valentina qu'elle a fait 7 allers-retours depuis son appartement vers l'extérieur, le 25 juillet 2015, entre 2h21 et 3h54 du matin. Le tout en ignorant totalement que, pendant tout ce temps, elle était filmée. Sauf qu'il y a plus dérangeant encore concernant ce rituel nocturne. Les soupçons de cannibalisme qui entourent les agissements de Tamara. Après l'ouverture de l'enquête, les policiers en viennent rapidement à la conclusion que la marmite ne contenait pas uniquement la tête et les mains de Valentina. Ils pensent qu'il y avait peut-être aussi ses poumons dedans. Ils étaient manquants sur le corps de Valentina, comme sur celui de Sergueï. Comme si Tamara était particulièrement intéressée par ses organes. Cette pratique anthropophagique est mentionnée dans son journal de manière elliptique. L'hypothèse selon laquelle Tamara était potentiellement cannibale repose donc aussi sur ses propres écrits, même si aucune preuve ne la corrobore à ce jour. Et vous allez voir qu'en ce qui la concerne, la justice russe n'est pas au bout de ses surprises. L'audience du 29 juillet 2015 au tribunal d'arrondissement de Frunzenski révèle une toute autre facette de Tamara. Loin de l'image de la grand-mère discrète, elle offre un spectacle déconcertant qui sidère la salle d'audience. Dès son entrée, Tamara adopte un comportement théâtral. Elle envoie des baisers aux caméras de télévision et aux journalistes, sourit et se permet même d'applaudir lorsque le juge ordonne son placement en détention provisoire. Ses déclarations à la barre oscillent entre lucidité dérangeante et délire complet. Tamara affirme avec froideur qu'elle a commis tous ces actes pour devenir une célèbre tueuse en série, et qu'elle s'est préparée à ça durant plus d'une décennie. Ensuite, elle ajoute qu'elle est très âgée, et qu'elle n'a maintenant nulle part où vivre. Tamara dit que c'est pour ça qu'elle a décidé d'aller en prison, et d'y mourir, en précisant que l'État se chargera probablement de lui offrir un enterrement. Quand le juge lui demande si elle pense mériter d'être condamnée,
L'accusé répond que c'est à lui d'en décider, et qu'après tout, elle doit être punie parce qu'elle est coupable. Cela dit, elle alterne constamment entre aveux et déni. Après avoir détaillé méthodiquement ses crimes, Tamara déclare soudain que ce sont ses voisins qui ont commis les meurtres. Tout au long de ses interrogatoires, elle a inventé des mensonges grotesques, se prétendant ancienne actrice, mais aussi diplômée de l'Académie Vaganova de ballet russe. Ces déclarations contradictoires compliquent le travail de la cour, tout en apportant une confirmation limpide concernant sa pathologie mentale. C'est finalement une expertise psychiatrique, ordonnée le 26 novembre 2015, qui met un terme au débat judiciaire traditionnel. Les conclusions des experts sont sans appel. Tamara souffre de schizophrénie paranoïde chronique et représente un danger permanent pour la société, mais aussi pour elle-même. Selon le diagnostic posé, elle présente beaucoup de symptômes classiques du trouble. Hallucinations auditives, délire paranoïaque, désorganisation de la pensée et absence totale d'empathie pour ses victimes. Les psychiatres notent également une préservation relative de ses facultés intellectuelles, ce qui explique qu'elle soit parvenue à planifier et dissimuler ses crimes pendant des années. Toutefois, si ces problèmes psychiatriques expliquent en partie ses actes, ils ne les excusent pas. En cas de troubles mentaux graves constatés chez les criminels, la législation russe prévoit un traitement médical obligatoire, ce qui est l'équivalent de notre irresponsabilité pénale. Puisqu'il est établi que Tamara ne peut pas faire l'objet d'un procès classique, il n'y a donc pas de verdict de culpabilité, ni d'emprisonnement à la clé. La décision tombe officiellement en décembre 2015. Tamara est internée à l'hôpital spécialisé de Kazan, officiellement appelé Hôpital psychiatrique de Kazan à vocation spéciale avec surveillance intensive. Cette institution combine soins médicaux et surveillance carcérale dans un régime de sécurité maximale. L'établissement, tristement célèbre pour avoir accueilli des dissidents politiques à l'époque soviétique, traite aujourd'hui les criminels les plus dangereux de Russie. En tout cas, tous ceux qui ne peuvent pas être incarcérés dans des conditions normales. Tamara y rejoint d'autres pensionnaires, eux aussi internés à vie dans un univers fermé, où la frontière entre soins et détention s'estompe. Elle y bénéficie, théoriquement, d'un traitement antipsychotique. Mais la réalité de sa prise en charge médicamenteuse reste opaque. Des investigations ont été menées concernant une bonne dizaine de meurtres que Tamara avait déclaré avoir commis, mais aucune preuve de leur existence n'a été trouvée. Selon l'enquêteur principal, le nombre exact de crimes dont elle s'est rendue coupable ne sera peut-être jamais connu. Il est nécessaire de préciser qu'au vu de l'instabilité psychologique de la meurtrière, il est avisé de garder des réserves quant au contenu de son journal, ce qu'ont d'ailleurs fait les policiers. Les mots de Tamara restent susceptibles de n'être que le fruit de son imagination perturbée. Le meurtre de Sergueï est resté non résolu jusqu'à son arrestation, soit pendant 12 ans. Ce sont les pages de livres retrouvées avec ses restes, ainsi que la découverte de sa carte de visite dans l'appartement de Tamara, qui ont finalement mis les autorités sur la voie. La retraitée a également été en mesure de fournir des détails précis qui ont convaincu les enquêteurs de sa culpabilité, comme la description exacte des tatouages de la victime. Sergueï en avait 2. Et seule une partenaire intime ou la personne qui l'a tué pouvait savoir de quel motif il s'agissait exactement et où ils étaient placés. Et a priori, Tamara n'a jamais été son amante. À ce jour, seuls 2 meurtres ont pu lui être formellement attribués, ceux de Sergueï et Valentina. Mais c'est déjà pas mal. Et qu'elle en ait commis d'autres ou pas, il est quand même clairement plus rassurant de savoir Tamara enfermée. L'analyse des corps retrouvés a révélé des détails techniques troublants sur ses méthodes. Les experts en pathologie médico-légale confirment l'utilisation d'instruments tranchants variés. Des couteaux de cuisine pour la découpe de la chair, une scie métallique pour la section des os, et probablement une hachette pour les articulations les plus résistantes. Tamara semble avoir acquis de l'expérience au fil des années, et s'être adaptée pour faire face aux difficultés qu'elle rencontrait. L'analyse des fibres textiles, retrouvées avec les restes de ses victimes, prouve l'utilisation systématique de rideaux de douche comme linceul temporaire. Cette technique particulière permettait un transport plus aisé et limitait la dispersion des fluides corporels durant le démembrement. Marina Krivenko, une voisine de Tamara qui l'a côtoyée pendant 15 ans, avoue que tout le monde dans l'immeuble l'a soupçonnée d'être difficile à vivre. Les résidents se disaient que c'était sûrement pour ça qu'elle ne gardait jamais les mêmes locataires bien longtemps. Il y avait parfois des odeurs bizarres, particulièrement en été. Mais les voisins de Tamara mettaient ça sur le compte de sa négligence domestique ou de problèmes de canalisation. Tout ça a permis à une tueuse en série d'opérer dans l'indifférence générale,
protégée par les conventions sociales et l'incrédulité naturelle face à l'impensable. Cette femme cultivée et intelligente a été transformée en grand-mère éventreuse par la maladie mentale et l'isolement. Le cas de Tamara soulève pas mal de questions sur le système de santé russe et la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Ces 3 hospitalisations antérieures n'ont manifestement pas permis de prévenir sa dérive criminelle. Aujourd'hui, elle a 78 ans et reste internée à l'hôpital psychiatrique de Kazan, où elle finira probablement ses jours. Derrière ses barreaux médicalisés, la Baba Yaga de Kupchino a finalement obtenu la notoriété que son esprit malade l'a poussé peut-être à rechercher, au prix de plusieurs vies humaines et de sa propre humanité. Voici pour cette affaire absolument délicieuse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Mamie en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là, et à liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.